Ben, je pense qu'on coupe les coins ronds un peu, là. Moi, je pense que, tu sais, en recherche clinique, il n'y a rien de plus puissant qu'une étude randomisée, contrôlée avec placebo en double aveugle, en puissance suffisante, donc avec un nombre de participants suffisant pour réussir à tirer des conclusions qu'on puisse appliquer. Euh, et puis, mais en ce moment, là, les décisions sont prises sur des observations. Et puis, des observations dans lesquelles ne sont pas considérés un paquet de facteurs confondants, entre autres l'âge et les comorbidités, qui sont les deux principales causes de décès à la COVID-19. Mais il y a toutes sortes de conditions sous-jacentes aussi qui peuvent expliquer pourquoi, par exemple, il y a plus de non-vaccinés dans les hôpitaux, sans rentrer dans les détails là, de qui est testé, qui est retourné chez eux, est-ce que c'est avec ou sans COVID, tout ça, avec ou à cause de la COVID. Mais si on prend, par exemple, la situation financière, ben, c'est clair que les gens qui sont moins favorisés vont avoir une moins bonne hygiène de vie, donc une moins bonne santé, et puis donc plus susceptibles d'aller à l'hôpital. Euh, les gens qui vivent dans Limoilou ont une espérance de vie 6 à 7 ans inférieure à celle qui vivent ailleurs, à Québec, dans la même région de Québec. Je savais même pas Donc, ça. Ah, mais wow. tu sais, c'est une réalité. Et puis ces gens-là, évidemment, avec la pollution de l'air que les citoyens de Limoilou subissent, qui affecte leurs poumons, comment ne pas penser qu'ils pourraient être plus susceptibles de complications à la COVID-19? Donc, tu sais, c'est toutes sortes de facteurs confondants qui ne sont pas du tout dans les messages qui sont véhiculés auprès de la population. Donc, moi, je prends toujours avec un grain de sel les données qui sont données, qui sont émises par le gouvernement. Surtout, il y a eu un excellent article qu'on a sorti sur InfoCovid sur comment les données sur l'hospitalisation sont manipulées. Donc, il y a un manque de transparence, là. Et puis, enfin. Mais je pense que c'est tellement important de bien évaluer le rapport risque-bénéfice de tout traitement des personnes. Parce que, donner un exemple, si on compare deux situations, OK? La première situation, on vaccine tout le monde avec un calcul de rapport, comme une évaluation du rapport risque-bénéfice uniformisé versus une évaluation du rapport risque-bénéfice individualisée à chaque individu. Cette dernière façon de faire-là, elle va minimiser les risques, elle va optimiser les bénéfices pour chacun. Je suis convaincu que si on faisait ça, il y aurait moins de monde dans les hôpitaux. Vous voulez dire, mettons, je donne un exemple comme ça, si on avait deux groupes de 100 personnes, mettons, puis que dans un, on vaccine les 100 toutes pareilles, puis dans l'autre, on analyse, puis finalement, ça donne qu'on vaccine 74 personnes sur 100, mettons, parce qu'il y en a 26 qui ont peut-être des potentiels de réaction négative, quelque chose comme ça, qu'en bout de ligne, le fait de vacciner moins aurait des meilleures conséquences pour la population en général, pour le système de santé puis le système hospitalier. Je suis convaincu. Et puis, je mets au défi. C'est logique. Je mets au défi n'importe quel scientifique du gouvernement qui va me contredire là-dessus. Ben, ils peuvent pas. D'ailleurs, je les invite à me contredire puis à venir débattre avec moi, à venir échanger avec moi sur tout ce que j'ai dit jusque depuis le début de la pandémie.